L'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Madame, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce jeudi pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. Les grandes unes qui ont retenu notre attention, eh bien, ont fait la grande actualité au cours de cette journée sur le continent noir. Pour m'accompagner, Raoul Pépin Benabena, nous sommes là pour analyser, décrypter l'information telle que vue par nos confrères de la presse écrite africaine. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Jocelyngos, bonsoir également à nos téléspectateurs. En tout cas, vous l'avez si bien dit, nous sommes là pour décrypter les meilleurs humes parus ce jeudi 13 mars 2014. En tout cas, nous allons y voir. Une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Madame, monsieur, restez assis. Dans un instant, nous allons commencer avec la première une. Direction l'Égypte avec Al-Haram, qui est un hebdomadaire égyptien. Éviction du Hamas. Quelles conséquences s'interrogeait le journal? Nos confrères faisaient savoir que cela pourra affecter le rôle de l'Égypte en tant que médiateur dans le dossier palestinien. La justice égyptienne vient donc d'interdire toutes les activités du Hamas. Vous savez que le Hamas est une branche palestinienne qui est pratiquement en conflit depuis un bon bout de temps avec Israël. Dure, oui. Et l'Égypte qui considère que le Hamas est tellement proche des frères musulmans a décidé de mettre un terme des activités de ce Hamas sur son territoire. Mais il faut rappeler que depuis 2007, il n'existait plus pratiquement d'activités du Hamas en Égypte et qu'ils n'ont pratiquement pas de bureau également dans ces territoires qu'on appelle l'Égypte. C'est donc une décision qui reste sans effet, mais qui a quand même soulevé des bouleversements en Cisjordanie et partout, surtout à la bande de Gaza. Oui. Et ça a soulevé des bouleversements au tel point où certains Palestiniens sont allés camper devant l'ambassade de l'Égypte, bien que cet abattage même soit fermé depuis 2007 également. Donc, ça a quand même entraîné un mouvement d'humeur, même si on n'a pas pu ressentir de l'ampleur. Mais l'Égypte peut donc, de par cette décision qui s'avère un peu maladroite, peut donc perdre sa situation de médiateur direct dans le conflit israélo-arabe. Donc vous savez que l'Égypte a toujours joué un rôle très important dans la médiation de ce conflit entre les Arabes et l'Israël. Entre la Palestine en tout cas et Israël depuis belle lurette aujourd'hui. L'Égypte peut donc perdre parce que l'Égypte étant donc déjà contre un côté, cela apparaît être maintenant une justice à deux pas. On ne pourra plus parler en tout cas de partition, mais il faut également préciser, Raoul Pépin Benabena, que depuis quelques semaines aujourd'hui, l'Égypte est en train de refouler de son sol toutes les personnes qui viennent de l'étranger pour justement compatir à ce problème du Hamas. En réalité, c'est une politique égyptienne dont on essaie d'où elle va mener le pays, parce que, dit-on, depuis cette révolution qui a d'ailleurs fait chuter Hosni Moubarak. Voilà, Hosni Moubarak. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler une chose. Vous savez que le Hamas, ce n'est pas la première fois que l'Égypte pointe du doigt le Hamas. Le Hamas a d'abord été pointé du doigt par la justice égyptienne, c'était en 2011, pendant qu'il y avait évasion dans cette prison qui a pratiquement libéré presque tout le monde, et où le président Mohamed Morsi, quelques semaines après, a également été inculpé. Donc vous voyez, donc, c'est une vieille histoire, et l'Égypte veut juste s'agripper sur certaines choses pour trouver, comme on dit souvent, pour chercher des poux sur une tête qui n'en a vraiment pas besoin. En tout cas, pour certains observateurs, l'ex-chef d'État égyptien Hosni Moubarak, avec quelques affinités en tout cas avec la Palestine, sans oublier bien sûr cette branche dure du Hamas. On parle bien sûr avec Al-Haram de l'éviction du Hamas. Quelles conséquences? C'est la grande interrogation qui faisait la grande une de l'hebdomadaire en tout cas égyptien Al-Haram dans sa parution de ce jour, qui nous faisait savoir que en tout cas cette éviction pourra affecter le rôle de l'Égypte en tant que médiateur dans le dossier palestinien. Et quand on parle de médiation, on sait également ce que c'est. Le pays qui se charge en tout cas de la médiation ne doit pas prendre parti. On va quand même rappeler que c'est d'ailleurs cette médiation qui a donné un rôle central à l'Égypte dans la sous-région aujourd'hui. Donc les Égyptiens ont marqué des points à partir du rôle central qu'ils ont eu à jouer lors de la crise palestinienne. N'oublions pas également que l'Égypte a toujours été un allié de la Palestine depuis de longues années aujourd'hui, pour ne pas dire de longues décennies. Nous restons en Afrique du Nord, cette fois-ci avec la presse de Tunisie, Instance, Vérité et Dignité, à la recherche d'un consensus, titré la presse de Tunisie ce jeudi. On cafouille encore au sein de l'ANC sur le choix des candidats, c'est ce qui justifie, selon le journal, la présence du ministère de la Justice. Les critères de choix des membres de l'instance Vérité et Dignité demeurent au centre des débats. En ce moment, en Tunisie, le ministère de la Justice et la justice traditionnelle sont donc à jamais divisés sur la question. Donc, il s'agit là de mettre sur pied un certain nombre
de recommandations. Je voudrais dire un certain nombre de critères permettant maintenant d'élire les membres dans les futures élections qui viennent en Tunisie. Et cela s'avère être problématique parce que la Constitution écarte déjà un certain nombre de personnes. Et il y a même certaines organisations de la société civile qui ont pensé à un moment donné qu'elles étaient écartées de la discussion. Donc ça crée donc ce cafouillage, d'où le bordel total. Et le ministère de la Justice, qui est comme l'instance de régulation de cette instance, devrait en principe jouer un rôle central pour ramener les partis en conflit sur la même table et trouver les meilleurs aveux. C'est donc là la question aujourd'hui. Est-ce que la Tunisie sortira enfin de cette crise depuis que la fameuse constitution est sortie et qui était pratiquement en train d'écarter certains des postes électifs? Est-ce que on trouvera on parle bien sûr de ceux qui appartenaient à l'ancien régime de Ben Ali, qui ne devaient non pas se présenter en tout cas comme candidat. Tout à fait. Et c'est là les transactions y continuent aujourd'hui. Est-ce qu'on va y arriver? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, restons en Tunisie pour dire que confronté depuis la révolution de 2011 à un essor de la mouvance islamiste djihadiste, la Tunisie veut reprendre en main les mosquées tombées aux mains de radicaux devenus, selon les autorités, des foyers d'appel à la violence. 149 des 5100 mosquées tunisiennes échappent toujours tout à fait au contrôle de l'État tunisien depuis 2011. Tout à fait. Nous allons rester toujours au nord du continent noir, cette fois-ci avec El Watan. Nous sommes là en Algérie, El Watan qui signifie la nation. La police empêche le sitting des chefs de parti au sanctuaire des martyrs. El Watan, qui nous rapportait cette information, précisait que la police, qui a fermé tous les accès menant au monument des martyrs, a utilisé les chiens pour disperser les foules. Une grande première en tout cas du côté de l'Algérie. C'est la force qu'a résolument prise la police pour essayer de d'éparpiller ces manifestants qui se multiplient chaque jour. Rappelez-vous, après les étudiants et les journalistes, s'en est suivi les agents communaux et aujourd'hui, ce sont les chefs des partis politiques qui sont descendus dans les rues pour dire non au quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika, qui, il faut le dire, a déjà nommé son directeur de campagne, qui est l'ex-premier ministre. En ce moment, devrait déjà se mettre en branle pour la campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Donc cela crée une espèce de colère et un désamour entre l'ancien chef d'État, qui revient encore comme candidat à sa propre succession, et les Algériens qui l'ont voté il y a de cela quelques années. N'oubliez pas que lorsqu'il arrivait en 1999, il était pratiquement comme le dieu des Algériens parce qu'il est venu désamorcer quand même une crise qui n'avait que trop duré. Qui avait d'ailleurs couvé pendant de longues années, parce qu'on se rappelle quand même du fils, le Front islamique du salut, Voilà. et de tout ce qui en suivait en tout cas du côté de l'Algérie dans les années 90. Voilà. Vous voyez donc qu'il est arrivé avec pratiquement tout le peuple algérien derrière lui. Aujourd'hui, on estime que son état de santé pose problème et qu'il n'a plus des aptitudes d'être le dinosaure Bouteflika dont on a connu il y a cela quelques années. Mais son entêtement à revenir pour un quatrième mandat surprend quand même plus d'un. Parce qu'on se demande, le président étant malade, qui va diriger le pays? Il y a donc forcément ces forces obscures qui, d'après certains observateurs, poussent le président à aller pour un quatrième mandat et céder après pour que les forces obscures gèrent. Ça crée donc ce bordel que vous croyez tous les jours. Un gros méli-mélo, mais ce que nous savons quand même, Raoul Pépin Bena, sans prendre parti de personne, parce que ce n'est pas notre rôle, nous savons quand même une chose simple, c'est que la constitution algérienne permet à M. Abdelaziz Bouteflika de se porter candidat. Tout à fait, ce n'est pas un problème. Prochaine. Quand vous regardez les revendications, on ne parle pas de modification d'une constitution. Donc ça veut dire que les Algériens sont conscients que la constitution permet au président de briguer un autre mandat. Mais la problématique, c'est celle-ci. C'est la santé du président Abdelaziz Bouteflika. Le président n'est plus en santé. Le président n'est plus... 77 ans, il est toujours sur une chaise roulante. Ce n'est pas vraiment de bonne augure. Il est déjà pratiquement partant. Donc les Algériens pensent qu'il a déjà donné suffisamment comme ça et qu'il faudra qu'il aille se reposer pour que quelqu'un d'autre vienne prendre les restes. Gérer en tout cas le pays, comme le disait El Watan, la nation. La police empêche le sitting des chefs de parti au sanctuaire des martyrs. El Watan, qui nous rapportait ces faits, en tout cas précisait que la police, qui a fermé tous les accès menant au monument des martyrs, a utilisé les chiens pour disperser les foules. Il faut également préciser par ailleurs que la police a utilisé les chiens et surtout a fermé les accès qui mènent à la place des martyrs. C'était le rôle de la police. Une place quand même qui reste un monument pour les Algériens. Nous allons tout simplement saluer cette police qui jusqu'à présent ne voudrait pas en faire des victimes. La police n'est que là pour disperser. La police fait quelques arrestations, mais elle libère aussitôt. Donc vous voyez, peut-être il faut éviter une situation chaotique en Algérie, comme on a connu en Tunisie, en Égypte et en Libye. Les Algériens ne sont pas sûrs qu'ils sont prêts à une situation pareille. Donc c'est un mouvement d'humeur
qui aura certainement une suite favorable. En tout cas, nous faisons un clin d'œil au rédacteur en chef et au directeur de publication, sans oublier les journalistes du quotidien algérien El Watan, La Nation, qui nous espérons, nous allons les avoir dans les tout prochains jours sûrement, dans la grande tribune de samedi prochain. Nous faisons également un grand coucou à Eli Ounia Camara de Kaloum Presse, Piraterie, le cri de détresse des artistes et musiciens guinéens, titré déjà Kaloum Presse ce jeudi. Le journal nous faisait savoir que les artistes réunis au sein de l'Union nationale des artistes et musiciens guinéens ont appelé le gouvernement et l'ensemble des acteurs culturels du pays à une lutte groupée autant pour moi et efficace contre les actes de piraterie et ses œuvres. On a un problème, Raoul Pépin Bena, c'est que sur le continent noir, il y a un sérieux problème de piraterie quand on sait une chose simple. Sortir un CD, ce n'est pas facile. Et malheureusement même, sortir un CD, c'est pas facile, mais malheureusement encore, ceux qui sont des acteurs de la piraterie sont s'avérés être dans les couloirs du pouvoir. Donc en réalité, c'est des caciques du pouvoir qui ont des gros moyens, qui utilisent la piraterie pour s'enrichir davantage, malheureusement appauvrir l'artiste qui doit vivre de son art. C'est le problème que soulève Kaloum Presse aujourd'hui, et ce problème est soulevé partout en Afrique, comme vous l'aviez si bien mentionné tout à l'heure. Donc les artistes ont intérêt, comme Kaloum Presse l'a dit tout à l'heure, ont intérêt à se réunir, à défendre leur œuvre et aller même parfois là où c'est insoupçonné pour pouvoir tout à fait réussir à vivre de leur art. Parce que regardez un peu, lorsque vous sortez un album et que vous ne parvenez pas à acheter une paire de chaussures ou bien envoyer vos enfants à l'école, alors qu'on sait que vous êtes un artiste de renommée internationale, ça fait quand même très mal. Donc ces actes de piraterie qui sont déplorés aujourd'hui par nos amis de Kaloum Presse sont malheureusement vus partout en Afrique. Vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, mais pas seulement en Afrique, même certains pays occidentaux souffrent de ces actes de piraterie. Je ne voudrais pas citer des pays ici de peur de blesser quelques-uns, mais c'est un phénomène grandiose. C'est un problème grandissant en tout cas, extrêmement grave. Un problème international en tout cas. Extrêmement grave. Si jamais les chefs d'État ne s'y impliquent pas, nous espérons que le phénomène ne va pas cesser parce que c'est au sein du pouvoir qu'il y a généralement ces hommes qui mènent la piraterie en avant. Alors qu'on parle bien sûr des œuvres de l'esprit et surtout l'artiste doit vivre de son art, doit vivre en tout cas de ce qui lui vient directement de l'esprit. Et quand vous parliez tout à l'heure, on connaît pas mal d'artistes musiciens, d'artistes peintres qui vivent vraiment à la va-vite. On a l'impression que, en fait, ils sont en train de vivoter. Ça c'est clair, lorsque vous les voyez, vous avez pitié d'eux. Vous vous demandez bien, voilà quelqu'un qui a crié, qui a réussi à un moment donné à émerveiller des foules, mais qui se retrouve pratiquement comme un squelette. Vous les voyez, c'est des gens qui parfois n'ont plus de poids. Vous pouvez les pousser ainsi, ils tombent. Parce que justement, ils meurent de famine. Ils ont des œuvres qui sont là, mais ils ne parviennent pas à vivre de ces œuvres. Y a-t-il pas un sérieux problème, puisqu'il y a quelqu'un qui en faisait encore état dernièrement? On a l'impression que les artistes musiciens africains ont oublié un beau petit détail, c'est qu'il faudrait mettre leurs CD, leurs vidéos, leurs vidéogrammes à la portée d'un Africain lambda, comme on dit un peu. Ça, c'est un détail. On a quand même beaucoup d'Africains qui sont des producteurs aujourd'hui, qui essayent d'aller dans ce métier. Mais eux-mêmes, ils sont en train de pleurer. Ces producteurs même pleurent. Oui. Parce que justement, il y a un problème. Le problème que vous devez savoir dans cette histoire de vente des CD, de piraterie, c'est qu'il y a des hommes d'affaires qui se saisissent. Il y a même des producteurs qui eux-mêmes sont en train de spolier leurs propres artistes. Oui, effectivement, il y a des hommes d'affaires qui se saisissent de cette affaire pour s'enrichir davantage. Imaginez-vous que vous marchez en plein centre-ville, vous trouvez un CD d'un artiste comme, je voudrais dire Stevie Wonder, si vous voulez aux États-Unis, c'est un artiste africain, comme Youssou N'Dour, vous trouvez un CD à terre à 200 francs CFA. C'est pas normal. Alors que quand on regarde les conditions dans lesquelles il est entré en studio jusqu'à sortir le CD, le mettre sur la place publique, aller à travers des chaînes de télévision et radio faire de la publicité, c'est énormément cher. Lorsque vous voyez donc un CD pareil à 200 francs à terre, ça ne peut pas faire plaisir à l'artiste. Et quels sont ceux qui mettent les 200 francs à terre? Ce ne sont pas ces vendeurs que vous voyez. Il y a ces opérateurs économiques, ces hommes tellement puissants qui ont de l'argent et qui ont des machines en tout cas parce qu'ils veulent avoir le gros des bénéfices. Ça le problème. Kaloum Presse nous le disait, piraterie, le cri de détresse des artistes et musiciens guinéens, titrait le journal guinéen ce jeudi. Le quotidien nous faisait savoir que les artistes réunis au sein de l'Union nationale des artistes et musiciens guinéens ont appelé le gouvernement et l'ensemble des acteurs culturels du pays à une lutte groupée et efficace contre les actes de piraterie et ses œuvres. Traversons, allons directement au Niger avec Niamey. Le Premier ministre chinois se prépare pour une tournée en Afrique. Niamey, qui relayait cette information, nous disait que la déclaration a été faite au cours d'une allocution de rentrée parlementaire en Chine. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle?
C'est peut-être une bonne nouvelle pour les Chinois et peut-être également une bonne nouvelle pour les Africains qui trouveront certainement leur compte dans cette visite du Premier ministre chinois qui se prépare en Afrique. On l'appelle Li Keqiang, c'est des noms très compliqués. Li Keqiang, qui est le Premier ministre chinois qui se prépare donc pour une tournée vaste en Afrique, certainement à la recherche des ressources. Et surtout des partenariats entre les pays africains. Les Chinois en ce moment sont dans leur logique. Les Chinois recherchent des minéraux. Les Chinois veulent prendre la place des États-Unis. Ils veulent des terres, ils veulent de la forêt, ils veulent en tout cas faire pas mal de belles choses. Les Chinois veulent être à la place des Américains aujourd'hui. Donc la Chine n'entend pas s'arrêter à si bon chemin parce que la Chine a déjà la première puissance économique. Bientôt, la Chine aura certainement la première puissance en matière d'armement et bien d'autres. La Chine veut se dessaisir de ce qu'elle a subi il y a quelques années. Et la Chine a pensé que l'Afrique était le meilleur terrain pour jouer. Même les Européens savent très bien qu'il faut bien jouer en Afrique, mais ils viennent jouer avec d'autres vagues. Les Chinois viennent jouer, semble-t-il, en vous donnant un peu l'espoir que vous pouvez sortir du bout du tunnel. Et c'est ce qui fait que la Chine en Afrique est accueillie à bras ouverts, même si l'impérialisme chinois n'est pas perçu par d'autres gens comme nous percevons ça aujourd'hui, parce que le Chinois, lorsque vous avez pour patron chinois, vous êtes mort à jamais. C'est le cas, en tout cas, du côté de la Centrafrique, où déjà quelques employés, depuis quelques semaines, sont en train de gréver, sans de faire grève, en tout cas, de ce côté-là, pour faire comprendre à ces Chinois de payer mieux. Parce qu'à un moment donné, ces personnes-là ne payent pas souvent mieux. Voilà un pays, en tout cas, Raoul Pépin Benabena, qui avait été écrasé par le Japon il y a quelques décennies aujourd'hui. Mais on se rappelle également de cette belle phrase, en fait, qui nous faisait comprendre une chose, c'est que l'éléphant dort. Mais quand il va se réveiller, ce sera vraiment la catastrophe. En fait, la Chine s'est réveillée. La Chine s'est réveillée, on espère mieux, mais il ne faudra pas que ce soit la catastrophe. Il faudra plutôt que ce soit maintenant du bien-être pour les Africains et pour les Chinois. Un échange en tout cas de partenariat. Tout à fait, un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant, pas surtout un partenariat où les gens gagnent et les autres perdent. Et surtout les Africains s'apprêtent à aller à l'Union européenne, je crois, c'est au mois d'avril prochain. Les accords de partenariat européens avec du... On a l'impression, Raoul Pépin Benabena, que en fait, les Africains ne gagnent absolument rien lorsqu'ils accueillent les Chinois sur leur sol. Les cuillères, les fourchettes, la nourriture, tout vient de la Chine. On a l'impression que tout vient de la Chine et eux-mêmes n'achètent absolument rien de local. Tout ce que nous gagnons de cette histoire, c'est des routes que les Chinois essaient de mettre partout. C'est des maisons qu'ils essaient de construire partout. Mais les Chinois ne vont jamais entrer dans une boutique, acheter une cuillère, même un verre d'eau. Je vous assure. Les Chinois ramènent tout de chez eux en Chine. Je vous rappelle qu'ils vendent les beignets, ils vendent également les gâteaux. Voilà, ils vendent et des beignets et des gâteaux. C'est pour capitaliser davantage leur affaire en Afrique. À Niamey nous le faisait savoir, le Premier ministre chinois se prépare pour une tournée en Afrique. À Niamey qui relayait cette information ce jeudi nous disait que la déclaration a été faite au cours d'une allocution de rentrée parlementaire en Chine. Nous allons au Sénégal avec Le Soleil. Affaire, l'Espagne veut être le premier investisseur au Sénégal. Après la Chine, en tout cas on parle de l'Espagne. C'est ce qui ressort en tout cas des propos du chef de la délégation des hommes d'affaires espagnols au sortir d'une audience que leur a accordée le Premier ministre sénégalais Aminata Touré, propos recueillis par Le Soleil, qui en fait d'ailleurs écho dans sa parution de ce jeudi. Le chef de la délégation des opérateurs économiques espagnols s'appelle Jésus Banegas Nunes. Jesus, comme on le dit très souvent. Il conduisait donc une importante délégation. D'hommes d'affaires espagnols. Au Sénégal. Oui. Les atouts du Sénégal ont finalement flatté l'Espagne parce que le Sénégal a quand même quelques atouts. Il y a la stabilité politique, l'ouverture au forum institutionnel, l'ouverture du marché qui favorise d'ailleurs la dynamique partenariale. Alors, les atouts qui militent encore en faveur du Sénégal pour permettre aux Espagnols d'y arriver, c'est notamment le secteur du tourisme qui paraît être flatteur. Vous savez que le Sénégal est pratiquement la première destination touristique en Afrique. Il y a le secteur du bâtiment, travaux publics et surtout l'énergie et les nouvelles technologies. Voilà les secteurs qui ont pu frapper aux yeux des investisseurs espagnols qui vont revenir finalement au Sénégal et veulent faire du Sénégal leur première destination. Donc, veulent être des privilégiés à l'investissement du Sénégal. Investissement du Sénégal et surtout, en tout cas, permettre que le Sénégal puisse accomplir, pour ne pas dire puisse carrément devenir ce Sénégal émergent, tant voulu par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Comme le disait Le Soleil, affaire, l'Espagne veut être le premier investisseur au Sénégal. C'est ce qui ressort en tout cas des propos du chef de la délégation d'hommes d'affaires espagnols au sortir d'une audience que leur a accordé le Premier ministre ou alors la première ministre sénégalaise Aminata Touré, propos recueillis par nos confrères du quotidien Le Soleil que nous espérons et ils vont nous écrire en tout cas pour que samedi nous puissions en parler aussi longuement dans la grande
tribune. Vous connaissez notre adresse email info@afriquemedia.tv. Vous allez nous appeler et surtout nous envoyer vos photos. Vous allez laisser votre numéro de téléphone. Nous allons vous appeler. Nous allons comme ça essayer de lancer un message à nos confrères africains. Tout à fait. En tout cas, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils ont le droit de nous appeler. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils n'ont qu'à laisser leur numéro de téléphone. Au Kenya, partout là. Nous vous appellerons, vous n'avez qu'à faire une seule chose, nous laissez votre numéro de téléphone et nous vous appellerons en tout cas pour que vous participiez à notre grande tribune de samedi prochain. Il faut déjà le dire, le démarrage c'est à 10h30 heure d'Afrique centrale, 9h30 temps universel. Mutation, nous sommes là au Cameroun, crise centrafricaine vers un tête-à-tête, Biya Obiangema, titré Mutation. Le journal nous laissait entendre que le chef de l'État camerounais est annoncé à Malabo dans les tout prochains jours, en tout cas prévu pour demain vendredi. Selon nos confrères, l'agenda caché de cette visite portera sur la crise centrafricaine. C'est vrai qu'on parle de cette crise centrafricaine qui touche pratiquement les frontières du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Tchad. Donc les deux chefs d'État en parleront de long en large, mais Mutation relève quand même qu'il y a également une information secrète. Et il paraît-il qu'il y aura inauguration de la cathédrale de Mongomo. Mongomo, c'est la ville natale du président Obiangema Mbazogo, dont vous comprenez donc tout le grand déploiement qui est en train d'être fait en ce moment avec ces médias venus de partout pour la grande cérémonie qui aura lieu en Guinée équatoriale. Le chef de l'État y sera pratiquement de la fête, mais ce ne sont pas, il n'y est pas pour des activités festives. Paul Biya va en Guinée équatoriale, comme l'a dit si bien dit la une de Mutation, c'est un tête-à-tête très attendu sur des questions importantes. Vous savez que la Guinée équatoriale marque encore son veto par rapport à cette ouverture des frontières, cette libre circulation des biens et des personnes qui paraît aujourd'hui être comme une épine sur les pieds des Guinéens. Les Équato-Guinéens qui estiment être extrêmement riches aujourd'hui ne veulent peut-être pas que d'autres pays viennent glaner tout autour alors que cette richesse en tout cas, alors que le mouvement des populations ferait encore de la Guinée équatoriale un pays très riche. Rappelez-vous que la Guinée ne vit que des produits qui viennent du Cameroun, du Gabon et bien d'autres. Si jamais ces frontières seraient fermées aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui du problème en tout cas de cette frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale? Non. Les barrières ne sont pas encore levées, en tout cas, pour qu'il y ait des sortants et surtout des entrants. Nous avons quand même appris que de son côté est, les barrières étaient levées. Mais on attend donc voir si les mouvements sont de manière intense aussi. Parce que c'est ça le plus important. Il y a toujours entre le Cameroun et la Guinée équatoriale cette espèce de tension tout autour des frontières. Parce que, voyez-vous, c'est des peuples qui se connaissent, qui ont pratiquement le même sang, qui ont les mêmes manières de penser, d'y voir. Et ça crée quelquefois des jalonnements qui amènent à des dérapages tels que des petits fusillades, des petits bagarres qui amènent parfois des États à fermer des frontières. Mais c'est des peuples frères qui se connaissent très bien et qui entendent vivre toujours ensemble comme cela a été très longtemps. Mais revenons sur l'information principale qui est de la visite de Paul Biya en Guinée équatoriale. Les deux chefs d'État essaieront également de parler de la situation en République centrafricaine. Exact. Parce que la stabilité de la République centrafricaine dépendrait également de la volonté du Cameroun et de la Guinée équatoriale. En tout cas, vous parliez également de ce problème, de ce veto que la Guinée équatoriale lève à tous les coups. Et puis on parle également de ce passeport biométrique CEMAC pour la circulation des hommes et des biens dans toute la zone CEMAC, dans toute la zone de l'Afrique centrale. Ça a été débattu quand même. Ça a été débattu quand même pendant les instances de la CEAC et de la CEMAC. Mais le problème reste la Guinée équatoriale et le Gabon, qui semblent être aujourd'hui ces deux États qui causent un peu plus de problèmes parce que, disent-ils, ils veulent davantage sécuriser leurs propres compatriotes. Ça peut se comprendre parce que la Guinée équatoriale... On espère tout simplement que dans cet agenda caché, le sujet sera en tout cas souligné. Non, tout à fait. La Guinée équatoriale a pratiquement 1 200 000 habitants. Le Cameroun en compte un peu plus de 19 millions. 20 millions. Imaginez-vous que les frontières soient ouvertes de cette manière. Pratiquement 7 à 8 millions de Camerounais peuvent se retrouver en Guinée équatoriale parce que, dit-on, c'est le nouveau Qatar de l'Afrique, un pays extrêmement riche, donc il faut quand même préserver les Équato-Guinéens. Et là, le président Obiangema n'a pas totalement tort, sauf qu'il faudra maintenant mettre en branle les canaux qui permettent que les Équato-Guinéens soient en sécurité et que les Camerounais puissent également entrer en Guinée équatoriale. En tout cas, comme nous le disons chaque fois, il vaut mieux partager un très gros et grand gâteau avec peu de convives que de partager ce gros et grand gâteau avec
Vraiment, une multitude de convives. C'est ce qu'en tout cas la Guinée équatoriale, c'est la politique en tout cas équato-guinéenne depuis ces dernières années, puisqu'aujourd'hui on parle de la Guinée équatoriale comme étant le Qatar de l'Afrique. Le Messager, autre quotidien camerounais, nous parlait de management des Camerounais à la tête du chantier naval, nous disait le Messager dans sa parution de ce jeudi qui nous rappelait les nominations de Bernard Baïha et Roland Maxime Aka Ndi, respectivement directeur général et directeur général adjoint. Aussi, le Messager nous disait que les agents de collecte des fonds de péage routier réclament 12 mois de salaire impayés alors qu'ils enregistrent autant de sommes chaque jour. C'est d'ailleurs la seconde une qui paraît très intéressante parce que, voyez-vous, des gens qui amassent de l'argent chaque jour et s'en vont verser au trésor public ont 12 mois d'arriérés de salaire. Ça, c'est incompréhensible. C'est comme quelqu'un me disait, je suis malade, j'ai les compliments même, mais je ne parviens pas à me traiter. Vous avez vu ça où? Ça, c'est un peu, c'est surprenant. En fait, c'est du Cameroun, ça. Donc, c'est un peu surprenant, Steve. Il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de véhicules qui traversent tous les jours le péage. Et je vous rappelle que ce soit en aller-retour, vous allez forcément payer un péage. Je voudrais vous rappeler d'ailleurs que le journal précise bien qu'il y a eu quand même une hausse d'1 milliard de francs CFA. Imaginez-vous, vous faites des recettes, vous allez même jusqu'à la hausse, mais on vous dit que vous qui touchez cet argent chaque jour, vous qui travaillez pour que l'argent entre, vous avez 12 mois d'arriérés de salaire. C'est incompréhensible en tout cas. Mais il y a de quoi pleurer. C'est incompréhensible. Il faut sensibiliser, n'est-ce pas, ces États qui pratiquement n'accordent pas d'intérêt aux agents. Terminons déjà pour parler de cette autre information qui faisait la grande une du quotidien camerounais. Le Messager, bien sûr, on parlait de Bernard Baïha et de Roland Maxime Akandi, qui sont aujourd'hui respectivement directeur général et directeur général adjoint. On sait également, d'après les informations qui viennent du Cameroun, du chantier naval industriel du Cameroun, on parle également du ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale qui les a installés, en tout cas, disons-le comme ça, parce que nous sommes au soir du 17... Tout à fait, il les a installés et on estime que ceux-là ne vont pas faire comme un certain Dayas qui se retrouve quelque part dans une prison avec tout ce qu'on a connu comme malversation au chantier naval. Mais on connaît également que le chantier naval souffre depuis quelques années aujourd'hui. Depuis beaucoup d'années, parce qu'il y a comme une espèce de mauvaise éjection au chantier naval. On ne sait pas qui décide là-bas. Vous trouvez un directeur général qui est nommé, il devient le tout-puissant, il fait de ces chantiers navals. Il devient un Raïs Caïman. Beaucoup sont d'ailleurs dans des prisons pour cette histoire d'éjection du chantier naval. On espère que ceux qui sont arrivés pourront en tout cas changer les choses. La bonne leçon et qu'ils feront mieux. En tout cas, comme le disait le Messager dans sa parution de ce jour, management des Camerounais à la tête du chantier naval, nous disait le Messager qui nous rappelait les nominations de Bernard Baïha et Roland Maxime Akandi, respectivement directeur général et directeur général adjoint. Aussi, nous disait le Messager, les agents de collecte des fonds de péage routier réclament 12 mois de salaire impayés alors qu'ils enregistrent autant de sommes d'argent chaque jour sur les routes. Terminons rapidement parce qu'on nous dit avec la réalisation qu'il nous manque une seule petite minute. Le journal de Bangui, on parlait des anti-Balaka qui ne sont pas des milices chrétiennes. Propos de Monseigneur Albert Van Boel recueilli par le journal de Bangui. Nos confrères constataient que cet homme de Dieu tente de jouer les médiateurs, mais sans suite. Monseigneur Albert Van Boel est cet archevêque d'une ville de Bangui au nord-ouest de Bangui. La ville est appelée, je crois, Kaga Bandoro. C'est à 350 km au sud-ouest de Bangui. Alors, il est pratiquement seul dans cette ville à mettre de la paix. Et il constate plutôt que les musulmans qui y résidaient là ne sont que restés à 2%. Tous ont émigré vers le Tchad. Donc, les musulmans, il y a cette chasse aux musulmans dans cette ville-là. Les musulmans n'ont plus d'accès là-bas. Et il implore donc le Seigneur en demandant pourquoi les anti-Balaka, dont on estime être des chrétiens, peuvent faire de telles actions. Et il conclut que ce ne sont pas des chrétiens. Voilà. En tout cas, nous le savons depuis belle lurette qu'il n'y a pas un problème confessionnel entre centrafricains. Il n'y a pas de problème entre musulmans et chrétiens. Nous l'avons déjà dit au cours des éditions du kiosque africain. Et nous n'allons jamais cesser de le dire. Il n'y a pas de problème confessionnel en Centrafrique parce que ça fait de longues années, que ces gens-là les Centrafricains vivent ensemble. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un problème confessionnel. Raoul Pépin Béna, on met la clé sous le paillasson. Nous mettons la clé sous le paillasson. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour y aller de l'avant, mais nous avons fait de mieux.
On a fait notre mieux, mesdames, messieurs. C'est ici que s'achève cette autre édition de Kiosque Africain. Au plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition. Restez sur Afrique Média. Rappelons tout simplement que vous pouvez nous écrire à info@afriquemedia.tv. Vos photos, vos numéros de téléphone, chers confrères, directeur de publication, rédacteur en chef. Nous allons vous appeler lors de la grande tribune de samedi prochain qui va se dérouler entre 10h30 et 12h heure d'Afrique centrale, 9h30 temps universel, 11h30 bien sûr heure temps universel. C'est à vous de nous appeler. Vous n'avez pas à hésiter. Nous sommes à votre service. Madame, Monsieur, restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à demain, s'il plaît à Dieu.